Et salut tout le monde et bienvenue pour ce numéro 7 de Ici de Secours, l'émission durant laquelle je vous parle des single issues que j'ai lus durant la semaine. Et au programme cette semaine, un programme très chargé, avec Robin tout d'abord, de Boy Wonder chez DC Comics. On enchaînera avec IDW et les Tortues Ninja, avec Black, White and Green, numéro 1. Et puis ensuite, on ouvrira une énorme parenthèse Image Comics, en parlant tout d'abord des travaux de Scotty Young chez cet éditeur, puis ensuite on viendra sur Geiger numéro 2, sur The One Hand numéro 4 et Sacrificers numéro 8. Donc, gros programme comme je le disais. Donc, sans plus attendre, on commence par The Boy Wonder de Juniba, écrit et dessiné par Juniba et mis en couleur par Chris O'Halloran. Ici, je vous présente la variante cover de Cliff Chiang, que j'ai trouvé magnifique, j'ai pas pu résister. Sachant que je prendrai également une variante cover pour le numéro 2, ce sera Chris Samney. Donc, Cliff Chiang et Chris Samney, là, vous rajoutez Darwin Cook, Dan Mora et Frank Whiteley, et on a mon 5 majeur de dessinateurs de cœur, quoi. Donc, oui, j'aime Frank Whiteley et j'assume. Donc voilà, on a donc ce Boy Wonder de Juniba. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, si vous voulez, ça raconte un petit peu l'histoire de Robin, le meilleur Robin selon moi, hein, à savoir Damian Wayne, donc le fils de Batman, le fils de Bruce Wayne. Et donc, si vous voulez, c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit qui vous est raconté par quelqu'un. Et ça vous est raconté par quelqu'un, et ce récit, il commence clairement par Once Upon a Time. Donc c'est vraiment, on a la structure narrative d'une fable, d'un conte. On va vraiment vous raconter un petit peu l'histoire d'un royaume, Gotham City, de son roi, Batman, et de ses différents protecteurs, à savoir les différents membres de la Bat Family, un petit peu les serviteurs du roi. Et justement, là, tout ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir que Damian Wayne, il va avoir les plus grandes difficultés justement pour trouver sa place au sein de la Bat Family, et il va tout faire pour essayer de trouver grâce et légitimité, si vous voulez, aux yeux de son père, aux yeux de Batman. Et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé, déjà là je vous montre un petit peu les planches de Juniba, on a quelque chose que je trouve de très original, c'est un style singulier. On a les couleurs de Chris O'Halloran que je trouve qui éclatent, notamment là, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Et on a des dessins très dynamiques, on a quelque chose de très efficace, on a beaucoup de mouvements en fait sur les planches, moi c'est quelque chose que je trouve très efficace. Et à la lecture, ça a été vraiment très chouette, quoi, très beau, ce côté que doit faire un petit peu justement Damian Wayne pour trouver un équilibre, pour trouver sa place au sein de cette famille adoptive. Lui qui a grandi, qui a eu une enfance difficile et qui a été élevé par la Ligue des Ombres, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup moins lumineux un petit peu que cette Bat Family. Et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez lumineux, assez chouette, qui est vraiment dans la structure de la fable, du conte, et qui se lit de manière très agréable et très chouette. Voilà. Mon seul petit bémol, c'est qu'il y a parfois quelques planches comme ça, que je trouve beaucoup plus vides, et que je trouve beaucoup moins expressives. Et c'est dommage parce que globalement, franchement, ça fonctionne hyper bien. Et on a même des planches qui sont très belles et très émouvantes par moments, quoi. Ce numéro 1 de Boy Wonder, c'est franchement une réussite. Hein. C'est vraiment très efficace. Donc, moi, je recommande. C'est une lecture très plaisante. Donc, à suivre, The Boy Wonder chez DC Comics. C'est franchement une super lecture. On continue avec une lecture que j'ai trouvée beaucoup moins bonne. Je spoil directement mon avis. Avec Teenage Mutant Ninja Turtles Black, White and Green numéro 1. Ici, je vous présente la très belle variant cover de James Tokove. Et donc, on en a déjà parlé, c'est des récits anthologiques auxquels la contrainte, il faut rajouter une couleur dans le noir et blanc. Ici, c'est donc le vert qu'on va rajouter au noir et blanc. Donc, on a 4 récits de 8 pages, un récit de Declan Shalvey, c'est lui qui scénarise et qui écrit l'histoire. Là, je vous présente justement des planches de Declan Shalvey, donc c'est plutôt chouette, même si forcément le vert, on se demande parfois s'il est bien pertinent. On a par exemple, regardez ici, toutes les tortues en fait ont un bandeau vert forcément, donc pour les identifier et les différencier, ça est compliqué, donc on a mis la première lettre de leur prénom sur la boucle de leur ceinture en fait. Bon, donc là déjà par exemple, on peut se poser des questions sur la pertinence, du style, de l'exercice stylistique quoi. Donc il y a quelques planches qui sont très jolies, là voilà par exemple, je vous montre ça, c'est très chouette. Hein. Mais globalement, honnêtement, les histoires sont sans aucun intérêt. Donc la première c'était Declan Shalvey, la deuxième donc c'est de Dave Baker et Jesse Lonergan. Voilà, donc je vous montre quelques planches ici.
Et en fait, les 4 récits racontent à peu près la même chose. Donc le troisième, c'est donc dessiné par Gigi Dutrex et scénarisé par Lorenzo Hall. Je connaissais pas Gigi Dutrex, et je vous avoue que j'ai plutôt été séduit par le style. Donc honnêtement, on a des planches plutôt chouettes. Mais alors les récits sont sans aucun intérêt. Et le dernier est par Paulina Ganuccio. Donc en gros, ces 4 récits, comme point commun, ils ont que c'est compliqué d'exister en tant qu'individu par rapport à ses volontés, ses désirs, ses aspirations. Comment est-ce qu'on peut faire? Et en fait, finalement, que surtout au sein d'un collectif, au sein d'un groupe, au sein du clan, qui doit prédominer en fait. Donc voilà, comment l'intérêt collectif prime devant l'intérêt personnel et individuel. En gros, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un petit peu cet adage-là, assez classique. Mais finalement, on fait pas grand-chose de ces histoires, je trouve. Donc voilà, pour moi, ça a été une énorme déception. C'est un numéro que j'ai trouvé carrément sans intérêt. À chaque fois, au bout des 8 pages, on dit ah oui, bah oui, déjà, c'est déjà fini. Bah oui, 8 planches, ça va vite. Hein. Et en plus, je trouve que on fait pas véritablement un effort pour nous raconter quelque chose de pertinent. C'est assez classique, assez oubliable. C'est franchement pas très bon, quoi. Donc moi, c'est une énorme déception. C'est un numéro que j'ai trouvé sans intérêt. Voilà, tout simplement. Donc je vais lire le numéro 2 pour voir si ça change un petit peu. Mais si le numéro 2 est du même acabit, je vais arrêter, tout simplement. Parce que là, je vais pas me faire du mal pour rien. Donc voilà. Donc un numéro sans grand intérêt si ce n'est cette jolie cover de James Tokoe. Ouais, voilà, vous pouvez la mettre dans un cadre si ça vous amuse. Mais bon, c'est le seul intérêt, il est quand même très limité. On continue. Et donc, on ouvre la grande parenthèse Image Comics parce que je voulais vous parler un petit peu des différents travaux de Skottie Young chez cet éditeur. Skottie Young qui est arrivé et qui a commencé par dessiner et scénariser I Hate Fairyland. Donc ça c'était en, je crois, 2016 quand il est arrivé chez Image Comics. Donc il a dessiné et scénarisé les 20 épisodes de I Hate Fairyland, qui était une série que moi je trouvais vraiment très chouette, très fraîche, très drôle. Si vous voulez, c'est sur une jeune fille, Gertrude, qui glisse accidentellement dans le pays de Fairyland. Et du coup, elle doit résoudre une quête pour rentrer chez elle le plus rapidement possible. Voilà, une quête assez simple, très jeu vidéo. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et du coup, la jeune Gertrude reste bloquée des décennies, bloquée dans son corps de jeune fille et bloquée dans ce monde féerique et merveilleux et mielleux de Fairyland. Et forcément, il y a quelques séquelles chez cette jeune Gertrude. Elle ne supporte plus ce monde de Fairyland, elle ne supporte plus ce monde mielleux, et tout ce qu'elle veut, c'est tout détruire, tout défouracher, tout défoncer, et en quelque sorte se venger. Elle veut rentrer chez elle, évidemment, mais vous pensez bien que c'est pas aussi simple. Et en fait, vraiment, c'était une série qui était délicieuse, qui était très agréable, et on avait souvent des splashs, des doubles splashs qui étaient vraiment très chouettes, qui étaient vraiment très efficaces. C'était un super travail de Skottie Young au dessin. Et c'est les derniers travaux de Skottie Young au dessin, justement. Parce que depuis, il s'est aussi aguerri en termes de scénario, parce que là, je vous disais, il scénarisait complètement I Hate Fairyland en plus de la dessiner, cette série. Et du coup, il s'était déjà essayé au scénario chez Marvel. Alors oui, là, je vais parler de Skottie Young principalement chez Image Comics, mais chez Marvel, il avait quand même scénarisé pas mal de séries, notamment une série Deadpool juste après le long run et les 3 séries Deadpool de Jerry Duggan, à savoir Deadpool, All New Deadpool et Despicable Deadpool. C'est Skottie Young qui avait pris la suite, alors je ne sais plus qui était au dessin. Et juste après, je crois que c'est Kelly Thompson qui scénarise King Deadpool. Donc voilà, et puis il a évidemment fait Strange Academy avec Humberto Ramos, qui a eu un énorme succès. Et donc pour revenir un petit peu à ce qu'il a fait chez Image Comics, donc il a commencé par I Hate Fairyland, puis ensuite, il a fait, toujours chez Image Comics, en 18 numéros, la série Middle West, avec Jorge Corona. Et oui, Jorge Corona, qui à ce moment-là n'était pas encore très connu, et pourtant, regardez-moi ça, Middle West qui sort bientôt chez Urban en grand format. Ne passez pas à côté de ça, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un récit génial sur l'enfance, sur le rapport entre enfants et parents, sur la colère et sur la gestion de la colère, sur est-ce qu'on est à sa place. Enfin, c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très touchant, très chouette. Hein. Et forcément, Jorge Corona, maintenant il est beaucoup plus connu puisque il dessine actuellement les Transformers, juste après Daniel Warren Johnson, parce que Daniel Warren Johnson scénarisait et dessinait le premier arc, et c'est Jorge Corona qui prend la suite pour le deuxième arc, quoi. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a pris de plus en plus confiance, qui fait des planches incroyables. Alors j'en cherche une qui est particulièrement belle que je voudrais vous montrer.
Si j'y arrive, il y en a plein qui sont magnifiques. Donc c'est pas forcément celle que je cherchais, mais elle est vraiment superbe. Donc Middle West, c'est vraiment quelque chose que je recommande, qui est très chouette. Hein. Et c'est la première association entre, je disais, Scotty Young et Rory Corona. Et voilà, la planche que je cherchais. Elle est vraiment superbe. Donc vraiment, 18 épisodes pour Middle West dans cette magnifique édition en VO. Je sais pas si elle est encore disponible, mais en tout cas ça existe en TPB. Et de toute façon, si jamais vous voulez attendre, bah, la version en VF, hein, la VF sort bientôt chez Urban. Donc franchement, si ça vous intéresse, jetez-vous dessus. C'est moi un récit que j'ai énormément aimé. Et donc je vous disais, la même équipe créative a déjà sorti The Me You Love in the Dark, que là je vous présente, c'est le TPB chez Image Comics. Ça par contre, c'est déjà sorti chez Urban Comics. Donc la même équipe créative, qui là s'intéressait du coup à plutôt un artiste torturé qui arrivait et qui était attiré par une espèce de maison un peu hantée. Et c'était vraiment cette espèce de rapport entre cet artiste torturé. A-t-elle des visions? Est-ce que c'est véritablement une relation entre elle et cette demeure? Voilà, c'est quelque chose de assez lyrique, assez ésotérique, que moi je trouvais très chouette. C'est vraiment une série que j'ai trouvé très sympathique, même si ça avait un petit goût d'inachevé. Voilà, c'était en, je sais plus, 5 ou 6 épisodes, 5 épisodes, et on aurait aimé en avoir un petit peu plus. Mais voilà, c'était une série que j'aimais beaucoup. Et il y avait encore cette association, Scotty Young, Rory Corona, et bien sûr, que je n'ai toujours pas cité, à la colorisation, Jean-François Beaulieu. Parce que c'est le point commun qu'on a avec toutes ces séries, que ce soit I Hate Fairyland, The Me Love in the Dark, Middle West, ou les séries que je vais vous présenter ensuite, hein, c'est toujours Jean-François Beaulieu à la colorisation. La série que je vous présente ensuite, c'est un véritable coup de cœur. C'est une série qui est sortie il y a un peu plus d'1 an en VO et qui va sortir là bientôt en VF dans la collection Urban Blast, toujours chez Urban Comics. Il s'agit bien évidemment de Twig. Donc Twig, scénarisé par Scotty Young et dessiné par Kyle Strahm. Alors, bah, c'est une découverte, Kyle Strahm, je ne connaissais absolument pas. Et autant vous dire que c'est splendide. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Il y a un style cartoony, coloré, très chouette. Hein. Vraiment, je suis tombé immédiatement amoureux de cette série, que j'ai trouvé très feel good, très sympa, très original en fait finalement, enfin assez original surtout, c'est une mini-série en 5, mais vraiment la fin je l'avais pas vu venir, c'est quelque chose d'assez sympa, d'assez délirant au niveau de l'univers établi, enfin je peux pas trop vous raconter, mais c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui suite à un événement inattendu va devoir entamer une quête, un périple, hein, et on voyage beaucoup, on passe énormément d'une contrée à l'autre. Enfin, c'est vraiment super chouette. C'est une série que j'ai adorée, donc une mini en 5. Voilà, là je vous présente le numéro 2 avec une variante cover de Scotty Young. Parce que sinon c'est Kyle Strahm qui fait les intérieurs et les covers. Numéro 3, numéro 4, regardez-moi cette cover, hein, comment elle est magnifique. Donc voilà, vous allez pouvoir lire bientôt cette mini-série en VF. Et pareil, je vous la conseille parce que c'est vraiment très sympa. Alors évidemment, c'est pas la lecture de l'année, mais c'est une lecture très feel-good, très plaisante, hein, qui fait du bien, quoi. Voilà. Ça fait du baume au cœur, ça vous donne le sourire, vous êtes content, c'est un page-turner, c'est super. Donc vraiment, Twig, encore quelque chose que je recommande par Scotty Young. Et donc du coup, récemment, là, cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a repris, et je vais peut-être commencer par ça, il a repris I Hate Fairyland, donc là, c'est la deuxième série de I Hate Fairyland, donc 20 numéros pour la première, et là, on est déjà au numéro 14. Donc là, je vais vous présenter le numéro 13 et le numéro 14. Alors comme vous pouvez le voir là-haut, c'est pas tout à fait écrit I Hate Fairyland parce que j'ai pris des variant covers, donc les covers B de Brad Bean, parce que là c'est scénarisé par Scotty Young et dessiné par Brad Bean. Je vous dis, hein, Scotty Young ne dessine plus. Et donc forcément on a écrit quelque chose d'un petit peu plus irrévérencieux, comme si c'était un petit peu la version non censurée. Donc là je vous présente le numéro 13. Le numéro 13 de I Hate Fairyland que j'ai trouvé... Alors déjà il faudrait que je vous reparle de cette reprise. Donc c'est vraiment la suite directe de la première série de I Hate Fairyland. Donc je vais pas vous spoiler la fin si vous n'avez pas lu. C'est vraiment la suite directe. Donc on s'intéresse toujours au même personnage et avec des problématiques. Moi j'avais trouvé que la reprise de la série était pas trop mal sur les premiers numéros. Mais alors il y avait 1 ou 2 numéros dans le premier arc que j'avais trouvé carrément plutôt mauvais. Notamment un épisode où l'unique intérêt de l'épisode c'était Gert qui sentait très mauvais, donc il fallait qu'elle prenne un bain. Oui, bon. J'ai déjà lu mieux. Mais on sent bien que sur cette série, en gros, Scotty Young, il est en roue libre totale. Il raconte absolument ce qu'il veut. Et par exemple, pour ce numéro 13, ce que j'ai absolument adoré, c'est qu'on est à Hollywood. Hein. Bon, ok, d'accord. Et on est au Fairmont Studios. Donc vous avez vite saisi les références. Et là, on va vraiment avoir un épisode acerbe qui fait une énorme critique un petit peu sur l'industrie cinématographique et les blockbusters.
Ouais, ils se foutent bien, bien, bien de la gueule des gros producteurs sans aucune éthique et qui veulent qu'une chose, c'est palper le plus de fric possible. Et du coup, on a un épisode que franchement j'ai adoré, qui est vraiment très chouette, où on veut raconter les histoires de Gertrude au cinéma. Et forcément, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme aux attentes de Gertrude, la sanguinaire. Et du coup, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé très drôle, hein, très sympa. Faut savoir que là, on a vraiment des épisodes qui s'enchaînent, et on sent que Scotty Young s'amuse, quoi. Il nous fait quelque chose où vraiment il s'éclate, hein. Il est sans filtre, en fait. Il est sans filtre, on a vraiment quelque chose où on a, voilà, on a Scotty Young qui s'éclate et qui fait un peu n'importe quoi. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Donc le numéro 13 est beaucoup une critique sur l'industrie du cinéma. Le numéro 14, on revient avec des personnages qu'on a déjà vus en fait dans la deuxième série et dans les premiers épisodes, à savoir des espèces de gremlins Gertrudés quoi. Donc c'est plutôt fun, c'est pas mal. Alors c'est une petite déception parce que finalement il y a un léger côté redite hein, par rapport à leur première apparition où ils m'avaient fait bien marrer. Mais là ouais il y a un petit twist quand même, il y a un petit truc qui est assez rigolo. Donc franchement pour moi elle ne vaut pas la première série I Hate Fairyland, ni au dessin où Brad Bean fait du Scotty Young mais un tout petit peu plus criard je trouve, hein, même si la colonisation de Jean-François Beaulieu elle permet largement de garder l'unité graphique. Mais voilà, pour moi, c'est une reprise qui est quand même qui ne vaut pas la première, qui est moins bonne, même si elle reste assez déjantée. Et on sent que Scotty Young, il se fait plaisir sur. Il y a quand même certains numéros qui sont assez pépites. Mais il y a aussi des numéros où on se dit, ah ouais, donc, heureusement que c'est pas la seule série que j'attends pendant 30 jours, quoi, parce que c'est pas non plus dingo. Donc voilà, une petite série un petit peu un plaisir coupable, quelque chose où vous mettez votre cerveau de côté et vous vous éclatez, quoi. Donc voilà. I Hate Fairyland. Je voulais parler aussi rapidement pourquoi Ain't No Grave, alors c'était un super coup de cœur. Donc là, Scotty Young et encore une fois Rory Corona qui reviennent ensemble pour quelque chose d'extraordinaire, je trouve, dans la mise en scène. On a déjà, regardez-moi ça, quoi. Le comic il s'ouvre comme ça, avec un chapitre, avec un titre, hein. Donc c'est un gros numéro quand même, il est assez épais, hein. Ça fait 1000 TPB, ça fait plus de 40 pages. Hein. Et on a vraiment quelque chose de splendide, quoi. C'est très contemplatif, très chouette. Hein. Donc je vous raconte pas trop l'histoire, on en a parlé dans le live de mercredi dernier, dans d'encre de bulle numéro 10, avec notamment le néophyte des comics, Nico de la chaîne de Julie et Nico, et évidemment avec Mindphobia et Mister Honey Bunny. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé, qu'on a trouvé très chouette. On revient un petit peu en détail sur ce numéro, même si on raconte pas trop de choses. Hein. C'est vraiment... c'est une bandit de grand chemin qui avait trouvé la rédemption et qui malheureusement, suite à un coup du sort, va devoir quitter un petit peu cette nouvelle vie rangée qu'elle avait réussi à trouver après des années de banditisme, pour une raison bien spécifique et pour une quête bien mystérieuse et qui va virer dans le fantastique. Donc c'était vraiment moi un gros coup de cœur de ma part et je crois que tout le monde avait plutôt apprécié cette lecture. Et vraiment, encore une fois, moi je suis toujours subjugué par ce que sont capables de faire Scotty Young et Henry Conard ensemble, quoi. Vraiment, c'est l'anti-Tom King, Scotty Young, il laisse énormément de place à ses dessinateurs pour s'exprimer. Et pourtant, ça raconte quand même quelque chose. Hein. Vraiment, c'est un numéro 1 que j'ai énormément aimé avec un super cliffhanger. Donc voilà, Ain't No Grave, excellent. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une grande parenthèse Scotty Young, mais on reste toujours chez Image Comics, on continue avec Geiger numéro 2. Regardez-moi cette magnifique variant cover d'Ivan Rice. Et oui, j'ai craqué, j'ai pris une cover d'Ivan Rice parce que je les trouve trop belles. Et pourtant, elles sont pas moches non plus, hein, les covers de Gary Frank, mais bon, celle-là, vraiment, j'aime trop en plus avec le. Alors, j'ai oublié le nom de ce toutou que j'adore. Hein. Bon, si vous vous souvenez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que là, j'ai un trou de mémoire. Alors, ce Geiger numéro 2, vous vous souvenez que j'avais pas été super emballé par le numéro 1. Disons que je l'avais trouvé pas mauvais, mais extrêmement décompressé. On n'apprenait pas grand chose. C'est un petit peu mieux pour ce numéro 2, mais c'est pas encore folichon. Hein. Disons que ça va un petit peu plus vite. On a toujours Geiger et le Nuclear Knight qui continuent un petit peu leur quête. Je vous rappelle, Geiger est en quête de trouver quelqu'un qui visiblement aurait réussi à guérir de sa malédiction et de ses pouvoirs. Donc est-ce qu'il suit la même voie, ou en tout cas ça l'intéresse, parce que on voit bien que là, Geiger, de plus en plus, il a plus en plus de mal à contrôler, à maîtriser ses pouvoirs. Il commence à se manifester contre sa volonté à certaines occasions. Donc ça l'embête un petit peu et il aimerait trouver un remède ou une possibilité de résoudre ce problème le plus vite possible. Donc évidemment, pour pouvoir avoir accès à ces informations, ils vont devoir remplir une quête. On a l'impression d'être un petit peu dans une quête secondaire d'un RPG.
où en fait il y a un voleur masqué qui sévit dans un village et il doit l'appréhender et l'éliminer, tout simplement. Donc dès lors, on va opérer une course-poursuite. Et alors là, c'est parti. Et dès lors que la course-poursuite commence, bah là, autant vous dire que décompression, en voulez-vous? En voilà. Let's go. Et ça, je veux bien. Ok, ça peut paraître chouette, hein, mais quand à chaque numéro, vous y avez le droit, finalement, je trouve que ça perd totalement son effet waouh, quoi. Et honnêtement, ça commence à devenir un peu agaçant, un peu énervant à la longue. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a un numéro qui est pas désagréable, mais il se passe encore une fois pas grand-chose. Encore une fois, on a une dernière page qui est géniale, qui est un super cliffhanger, cette fois qui fait beaucoup plus le rapprochement, qui est lié avec le premier cliffhanger du numéro 1. On voit que la menace se rapproche, et se rapproche dangereusement. Enfin, il va se passer peut-être encore quelque chose, je ne sais pas, mais voilà. Tout ça pour dire que bah, ce Geiger numéro 2, c'est pas mal, hein, mais c'est pas fifou encore. Hein. Allez, on verra bien. Peut-être qu'à chaque fois, à chaque numéro, il y aura l'intérêt grandissant, et qu'à la fin, je trouverai ça génial au bout de 182 numéros. Enfin, on verra. Non, mais on y croit encore. Et hop, petite dédicace, regardez-moi ce qu'il y a sur la 4e couverture, là, hop. Voilà, c'est pas beau ça? Great characters, great comics, great coffee. Coffee Comics, petite dédicace à Mindphobia et Néophyte du comics. Il y a franchement un business pour comics et café, ça existe, on va le faire en France. On continue avec One End numéro 4, alors là je vais aller assez vite, je vous en parle à chaque fois, ce diptyque, One End, scénarisé par Ramvi, dessiné par Lawrence Campbell, Six Fingers, scénarisé par Dan Waters, j'ai eu un trou, et dessiné par Sumit Kumar, bah, des séries que j'adore. Là, on reprend évidemment la suite de One End numéro 3 et même de Six Fingers numéro 3. Bah, c'est une grosse claque encore, c'est génial. Décidément, cette série, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Hein. Encore une fois, on a quelque chose de super. Où là, on a une confrontation très importante entre deux personnages qui peut faire le lien. Et on a même le lien avec quelque chose qu'on pensait déconnecté, avec notamment bah, tout un petit peu ces androïdes. Bah, on va recréer le lien et raccrocher les puzzles. Toujours ces symboles qu'on voit partout. Une explication aussi. Il y a beaucoup de choses autour de ce langage, de ces symboles, de ces représentations. Et regardez-moi ça. Ces planches, ces colorisations. Je veux dire, Lawrence Campbell et Lee Lothridge, formidable. D'ailleurs, j'ai appris que Lee Lothridge allait lancer son comics. Hein. Donc là, c'est le coloriste sur les deux séries One End et Six Fingers. Et j'ai vu dans les solicits de Image Comics, on y reviendra peut-être plus tard dans une vidéo prochaine, qu'il allait lancer son comics, donc c'est une super nouvelle. Regardez-moi ça, c'est vraiment chouette. Donc toujours pareil, au niveau de l'ambiance qu'il installe, de l'atmosphère, c'est extraordinaire. On a encore une fois un super cliffhanger. Non, mais c'est fou. C'est fou, enfin franchement, c'est vraiment une série que j'aime énormément. Donc à suivre, évidemment. Le prochain numéro sera le dernier de One End. Donc on n'a plus que 3 numéros. Le numéro 4 de Six Fingers, le numéro 5 de One End et le numéro 5 de Six Fingers. Donc voilà, peut-être que je vous ferai encore, comme je vous dis, je sais pas trop comment je vais faire. Soit je vous fais un point numéro par numéro, ou alors à la fin de la série. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Mais vraiment, quand il y a un numéro voilà, où j'ai vraiment envie de vous en parler, je le ferai comme là, je pensais attendre. Mais franchement, soit le numéro 4, encore une fois, excellent numéro, quoi. Donc foncez là-dessus si vous lisez la VO. Et sinon, je suis certain que ce sera publié en VF d'ici quelques mois, quoi. Donc voilà, j'ai hâte que vous lisiez ça et qu'on puisse échanger là-dessus. Allez, on termine. The last but not the least, absolutely not. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement mon coup de cœur de la semaine, ce Sacrificers numéro 8. Mais quelle série, quelle série. Je me suis relu quelques numéros avant, juste par plaisir, parce que je me souvenais ce qui était passé, mais je m'étais dit peut-être qu'il y avait quelques petits éléments disséminés ici et là que j'avais un petit peu loupé ou que je pensais pas qu'ils pourraient avoir des incidences à long terme. Oh là là, quelle série géniale. Mais quelle série. Toujours pareil, un Max Fumara en grande forme, vraiment des planchons folles, donc vous allez pouvoir en profiter un maximum dans la version urbaine grand format. Alors là, c'est le numéro 8, hein, vous aurez, je pense, les 6 premiers numéros dans l'urbain grand format, mais vraiment, mais quelle série et quel épisode encore. C'est fou, c'est-à-dire on avait, à l'issue du numéro 6, un cliffhanger qui était très important, où on avait la séparation entre deux personnages. Le numéro 7 suivait le personnage de Soluna, et là, on va suivre l'autre personnage, donc un des sacrifiés rescapés. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que là, honnêtement, depuis le numéro 6, on enchaîne avec des plot twists, des révélations, des cliffhangers qui sont incroyables. C'est fou. C'est une série qui est absolument géniale, qui parle de tout, qui parle du pouvoir, qui parle
de la tyrannie, d'un collectif, de sacrifice justement, de sacrifiés, de bourreaux, d'équilibre, hein, de justice. Enfin, c'est fou. Je peux pas trop en révéler, mais c'est juste pour vous dire que c'est mon coup de cœur. Ça continue à être extraordinaire. C'est peut-être ma série de l'année, tout simplement. J'ai vraiment hâte à chaque fois. C'est en haut de la pile. Chouette, le nouveau Sacrificers, quoi. C'est vraiment fou. C'est intelligent, c'est bien dialogué, c'est aussi bien raconté. Parce qu'il y a un narrateur de temps en temps. Et c'est poignant, quoi. On a différents personnages, que sur les protagonistes ou les antagonistes, tout le monde a une voix. Et on peut vraiment avoir de l'empathie pour chacun de ces personnages. C'est brillamment écrit, c'est une des séries de Remender que je préfère. Honnêtement, j'ai pas pris une telle claque depuis. Vraiment, pour moi, il y a Fairy John, Black Science, Deadly Class et ça, quoi. C'est incroyable. J'avais énormément aimé Righteous Thirst for Vengeance. C'était vraiment super. Napalm Lullaby commence très très bien après les 2 premiers numéros. J'en parlerai bientôt. Parce qu'il y a le 3e qui est sorti. Mais vraiment, Rick Remender, je trouve que là, il y a de plus en plus de maturité dans sa manière d'écrire. Il s'intéressait énormément sur les thématiques de la famille, de responsabilité paternelle, entre autres, et de la place qu'on peut avoir au sein d'une famille et comment on peut avoir un impact, positif comme négatif. Et là, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus vaste, quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire un petit peu, ouais, c'est quelque chose de plus spirituel, de plus divin. Donc on s'intéresse vraiment à ce qui régit notre monde, et notamment des divinités. Et autant Napalm Lullaby comme Sacrificers sont vraiment 2 points de vue intéressants là-dessus, même si mon énorme coup de cœur reste là-dedans. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Sacrificers, la numéro 8, c'est encore superbe. En plus, Max Humara au top. C'est une série qui continue de me passionner. Voilà, c'était un petit peu long pour cette semaine, mais il fallait vraiment que je prenne mon temps pour vous parler de tout ça. Donc en gros, énorme coup de cœur pour Sacrificers. Évidemment aussi Ain't No Grave, mais dont j'avais déjà parlé. J'aime énormément le travail de Scotty Young chez Image Comics. Boy Wonder, très très sympa à suivre, la série de Juniba. One End, toujours une super série. Geiger à voir. D'ailleurs, on reparlera peut-être des autres séries Ghost Machine, à savoir Rook Exodus ou Redcoat. Et pour terminer, ma déception de la semaine, alors énorme déception, c'est évidemment TMNT, Black, White and Green, que j'ai trouvé tout simplement sans substance et sans intérêt, quoi. Malgré quelques planches sympathiques, voire chouettes. Voilà. C'est tout pour moi. Merci à vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Lâchez un petit pouce et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Il me reste quant à moi à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. À mercredi prochain pour d'encre et de bulle. Et sinon, à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Issu de secours. Allez, salut!